À la 798e année du 30e millénaire, le système solaire, dont les planètes avaient été coupées les unes des autres par des tempêtes warp et la guerre entre les différentes factions humaines, est réunifié sous une seule bannière. Cette bannière est celle de l'Impérium de l'Humanité, une coopération galactique entre ses deux principales planètes, Terra, sa capitale, et Mars, son bastion technologique. Dirigée par un être immortel au pouvoir incommensurable, connu seulement comme l'Empereur. Après avoir réunifié avec succès, par la diplomatie parfois, et par la guerre souvent, l'ensemble du système solaire, grâce à son armée de guerriers surhumains génétiquement modifiés, les Space Marines, et aux flottes spatiales issues des usines martiennes, l'Empereur tourne son regard vers le reste de la Voie lactée. Son but ? Réunifier sous sa bannière l'ensemble des planètes conquises par l'humanité lors d'un âge révolu, et lui donner la place qu'il estime être la sienne parmi les peuples de la galaxie, celle d'une espèce qui domine toutes les autres. Après le départ de l'Empereur et de ses flottes expéditionnaires pour débuter sa grande croisade, sur Terra, dès la 798e année du 30e millénaire, l'unité des enclaves du Pan-Pacifique est menacée par la résurgence des Vénori, ou marcheurs pourpres, qui choisissent de défier l'autorité impériale en l'absence de ce qu'ils estiment être le plus gros des forces armées de l'Empereur. Ils utilisent leur pouvoir psychique afin de dominer les esprits des populations civiles, ainsi que pour animer de gigantesques golems de chair, constitués des cadavres de leurs ennemis. Malheureusement pour eux, ce sera la 8e Légion Astartes qui se chargera de mener la campagne de répression de cette insurrection. Les méthodes de cette légion sont brutales et sans pitié, et rapidement, la terreur s'oppose à la terreur. Les Vénori sont brutalement éradiqués jusqu'au dernier par cette légion spécialiste de la guerre psychologique, qui se nommera bien plus tard les Night Lords. À la 801e année du 30e millénaire, loin de Terra, sur un monde minier proche du système solaire appelé Ctonia, l'Empereur retrouve le premier de ses fils. Il se fait appeler Horus, et il a passé le plus clair de ses jeunes années engagé dans des guerres de gangs violentes dans le sous-monde de la planète. L'Empereur retrouve Horus personnellement, et celui-ci lui prête immédiatement serment de loyauté. L'Empereur lui donne le commandement de la 16e Légion, récemment baptisée les Luna Wolves. Horus passera de nombreuses années en tant qu'unique fils réuni avec l'Empereur et deviendra l'un de ses plus proches confidents. Pendant ce temps, dans le système solaire, la prison astéroïde de Cerberus se soulève dans une révolte anarchique et sombre dans un état d'émeute quasi permanente. De premières tentatives pour rétablir l'ordre sont réalisées par l'envoi de troupes terranes régulières issues de l'armée impériale. Mais elles se soldent par des échecs cuisants, car il apparaît rapidement que les leaders parmi les émeutiers sont constitués de guerriers tonnerres hors la loi, pourtant présumés morts depuis la fin des guerres d'unification, et se faisant appeler les Daïtars. L'Empereur en personne décide alors, pour apporter une réponse définitive à cette crise, d'adjoindre au 12e régiment terran de Dracos de l'armée impériale des éléments de la 12e Légion récemment baptisés les Warhounds, avec pour instruction spécifique de faire connaître aux rebelles sa colère. En moins de 5 heures, le Praetor Commandeur Calib Hax de la 12e Légion reçoit un signal vox de ses légionnaires. La rébellion est matée. Au cours de la même période, la 3e flotte expéditionnaire, commandée par la 7e Légion, est prise dans un phénomène stellaire connu comme la course miroir, et se trouve jetée dans une région de la galaxie où elle fait la rencontre de la dérive Consus. Il s'agit d'une ceinture de débris stellaires, connectée par des tunnels constitués des entrailles métalliques d'épaves de vaisseaux spatiaux. Des milliards d'humains, issus de générations successives de naufragés, ont fait de cette ceinture leur foyer. Rapidement, les Astartes font face au clan de la dérive, les humains formés dans l'art de la guerre du vide stellaire. Ceux-ci offrent une résistance honorable aux légionnaires transhumains, mais finissent tout de même par perdre du terrain.
Le commandeur de la 7e Légion fait alors parvenir un ultimatum à la dérive Consus. Accepter la domination impériale ou risquer l'extermination. Les guerriers des clans capitulent immédiatement. La 3e flotte expéditionnaire réalise alors des réparations sur la dérive Consus avant de reprendre sa route. Et les Imperial Fists emmènent avec eux les guerriers mâles les plus forts et les plus jeunes de chaque clan de la dérive Consus. Ceux qui survivront à l'initiation à la 7e Légion constitueront sa 356e compagnie, dont la réputation pour le combat dans le vide spatial et les abordages de vaisseaux sera sans pareil parmi les légions Astartes. Au cours de la 803e année du 30e millénaire, débute la première campagne militaire à large échelle de la Grande Croisade. Il s'agit de la campagne de Sedna. Elle implique 8 légions complètes de Space Marines et prend place à la bordure extérieure du système solaire, par-delà la limite de Pluton. Les Astartes font face à une faction Xénos, faisant usage de pouvoirs psychiques inconnus et puissants. Cette faction est identifiée comme l'une de celles ayant planté ses griffes dans les différents mondes habités par l'humanité, au cœur même du système solaire, pendant le chaos de la longue nuit. La campagne fait rage et a pour but de libérer la bordure extérieure du Segmentum Solar, ainsi que d'anéantir le monde artificiel de Sedna, foyer des envahisseurs Xénos. Les 8 légions Astartes exterminent sans pitié les ennemis de l'humanité, et au lendemain de la campagne de Sedna, le monde tombe dans le silence et devient invisible aux auspices impériaux, pour ne plus jamais refaire surface. Lors de la même année, les légionnaires de la 15e Légion, les Thousand Sons, commencent à manifester de puissantes habilités psychiques. Ce développement est bien accueilli par la Légion, qui cherche à émuler davantage les pouvoirs de l'empereur. Au cours de leur longue campagne, les Thousand Sons font un usage croissant de sorciers, et leurs pouvoirs, issus du Warp, sont utilisés pour soumettre des populations entières à leur volonté, plutôt que d'exécuter des invasions planétaires à large échelle à travers de coûteux assauts frontaux, comme les autres légions Astartes. Malheureusement, la joie que la Légion éprouve face à ses capacités psychiques considérables se transforme en révulsion et en horreur, tandis qu'une vague d'horribles mutations dégénératives affecte un large nombre de frères d'armes des Thousand Sons. Ces changements mutagènes sont appelés bouleversements charnels par les légionnaires, et sont particulièrement craints, tandis qu'ils transforment un fier légionnaire de la 15e Légion en abomination mutante décérébrée. Les effectifs des Thousand Sons atteignent des niveaux dangereusement bas en raison des ravages du bouleversement charnel. Ailleurs dans la galaxie, le libre marchand Hel de Aniasi identifie et cartographie dans la Carta Imperialis un système stellaire possédant 3 soleils, autour desquels gravitent 36 satellites principaux particulièrement riches en minéraux. Le système est appelé Paramar, et sa localisation dans une partie de l'espace réel particulièrement stable dans le Warp en fait rapidement une étape pour l'expansion initiale de l'Imperium au sein de ce qui sera connu comme le Segmentum Obscurus. Les libres marchands, quant à eux, seront une source précieuse d'informations cartographiques, agissant pour le compte de l'Imperium comme éclaireurs, loin au-devant des flottes expéditionnaires, en échange d'un statut privilégié et d'une liberté d'action particulièrement importante. Parallèlement, près de la bordure ouest du Segmentum Solar, une menace alien, connue comme les Zak Hayret ou Buverdos, fait des ravages dans le secteur, et plus particulièrement sur les planètes sauvages. Ces parasites fongoïdes et prédateurs se nourrissent à travers le siphon lent et douloureux des nutriments d'autres formes de vie, principalement de moelle osseuse humaine. Les buveurs d'os hantent les épaves pillées de vaisseaux du vide et ravagent les colonies isolées, incapables de se défendre. Cette espèce est condamnée à l'éradication par l'administration impériale, et ce sont les Luna Wolves et la 8e Légion, qui bientôt portera son nom de Night Lords, qui organisent des pogroms d'extermination méthodiques et sans pitié. Leur succès est total, et la menace Ak-Hayret est éradiquée. Au cours de la 805e année du 30e millénaire, l'empereur et son seul fils retrouvé, Horus Lupercal, qui se battent côte à côte à de nombreuses occasions durant la Grande Croisade, assiègent la ville fortifiée de Raylis, une colonie humaine refusant la vérité impériale.
L'armée des défenseurs utilise des tunnels secrets afin d'infiltrer les positions arrière des forces impériales et submerger leur quartier général avec des centaines de troupes de choc. Pris au dépourvu et désarmé, l'empereur et Horus se battent dos à dos jusqu'à ce qu'un tir de plasma assomme le jeune primarque. L'empereur se tient alors au-dessus du corps de son fils afin de le protéger et livre bataille contre les hordes ennemies, en refusant de céder le moindre pouce de terrain. Le combat dure de longues minutes. Une montagne de cadavres s'amoncelant au pied du maître de l'humanité avant qu'enfin la garde custodienne n'arrive en renfort et repousse les envahisseurs. Plus tard, au cours de la 806e année, l'empereur décrète la destruction de la planète Goro, centre d'un gigantesque empire orc, et capable de générer des populations d'orques toujours plus nombreuses. Il mène l'assaut lui-même, son fidèle fils Horus à ses côtés, et se téléporte avec ses troupes à l'intérieur des tunnels souterrains qui parcourent la croûte terrestre de la planète. Tandis que les Space Marines lancent l'assaut, la résistance orque se montre plus féroce qu'escomptée. L'empereur est séparé de ses forces et fait face à un orque colossal, bien plus grand que tout ce que l'humanité a rencontré jusqu'alors. La bête massive s'empare de l'empereur avec sa gigantesque pince bionique, et tandis que sa prise se resserre sur le maître de l'humanité, Horus émerge des feux de la bataille et d'un seul coup fulgurant, coupe le bras de l'orque et le sépare de son corps. L'empereur libéré, il atteint avec ses forces le centre de Goro et sabote le cœur Warp qui maintient l'intégrité du monde, causant son annihilation dans une explosion cataclysmique. Au cours de la même année, la flotte expéditionnaire de la 13e Légion découvre l'amas d'Osiris, un groupement de 11 systèmes stellaires au sein du second cadran du Segmentum Solar. Les membres de cette région, dont la plupart témoignent d'une avancée technologique notable, sont intégrés au sein du giron impérial de manière relativement pacifique. Le succès de cette campagne d'intégration est dû majoritairement à la 13e Légion, les Ultramarines. La 807e année du 30e millénaire voit le 3e plus grand engagement à large échelle de la 10e Légion. L'invasion de la planète désignée 0234, plus tard nommée Rust par les historiens impériaux. Il s'agit d'un monde aride empli de déchets, riche en dépôts pyrochimiques, déserts d'oxyde et reliquats corrodés de vastes cités depuis longtemps disparues. Les orques de l'empire de la pince tordue, du Big Boss Kulo, s'étendent sur plus de 60 systèmes stellaires voisins dans le nord-est galactique de Seraphina, faisant de Rust une colonie minière esclave comportant des millions d'orques et des populations d'humains asservis à la vie terriblement courte et brutale. La 10e Légion, plus tard connue comme les Iron Hands, ne pénètre pas seule dans le secteur hostile de Rust. En effet, le secteur est tout d'abord découvert puis exploré par le libre marchand Hedrick Zuckerman. Il est ensuite identifié comme une cible prioritaire pour la Grande Croisade. Et c'est la flotte expéditionnaire Principia Imperialis de l'empereur en personne qui accompagne la 10e Légion pour ce qui sera la plus large offensive de masse menée par l'Imperium depuis sa création. Le seigneur commandeur de la 10e Légion, Amadeus Duquesne, formule un plan issu des tactiques guerrières de la vieille Albia, le marteau et le tonnerre. Après de nombreux jours solaires de combats continus, sans avoir perdu l'envie de se battre, les orques de Rust tombent à court de guerriers et de machines. La 10e Légion, quant à elle, souffre seulement d'un 5e de ses effectifs en termes de pertes humaines, un chiffre bien moins important que les estimations initiales. La conquête de Rust est alors considérée comme un triomphe, compte tenu des pertes minimes occasionnées. En seulement une décennie, la grande croisade de l'empereur met la main sur de nombreux territoires qu'elle intègre au sein de son impérium. Il est réuni avec le premier de ses fils, et bientôt, d'autres seront également retrouvés. Les flottes expéditionnaires vont s'aventurer toujours plus loin dans l'espace inconnu, et de nombreuses autres campagnes de conquête auront alors lieu, avec les Légionnes Astartes en première ligne pour les mener à leur succès.